Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour bien sûr le décryptage ou l'analyse de l'actualité sur Sud Télévision. C'est le forum des rédactions. Le Bénin a dégringolé en matière de classement des pays démocratiques. Le Bénin a perdu 16 places au plan mondial. Classement sorti le jeudi 23 janvier 2020. Quelles sont les causes? Comment peut-on apprécier et bien sûr cette chute, le Bénin qui fait partie des grosses chutes en matière de démocratie sur le continent. Nous allons en parler au cours de cette émission d'analyse de l'actualité nationale et internationale, d'émissions tous azimuts au sein également des partis politique à la veille des élections communales. Que peut-on dire, et bien sûr, de ce mouvement au niveau donc de la classe politique? Est-ce qu'on va vers un échec du système partisan qui devrait normalement régler ces problèmes de transhumance et ces types de mouvements au sein des partis politiques? Est-ce bien sûr un problème du système partisan ou de l'engagement politique? Comment interpréter et bien sûr ces démissions au sein des blocs et partis politiques à la veille des élections communales? Le second sujet à décortiquer. Et puis également le gouvernement qui donne une nouvelle dimension à sa communication à travers l'initiative gouvernement face à la presse, initiative et bien sûr mensuelle. Elle a été lancée par le ministre porte-parole du gouvernement vendredi dernier. Est-ce une initiative de trop en fin de mandat? Quelle utilité en tout cas après le point de presse hebdomadaire du Conseil des ministres et puis le passage des différents ministres et des acteurs du système politique ou des acteurs impliqués dans la politique publique du gouvernement et qui passent sur déjà les écrans de télévision pour bien sûr déployer tous les éléments qu'ils ont en matière de communication pour donner plus de visibilité aux actions des chefs de l'État. Voilà donc les trois sujets que nous aurons abordés sur cette émission, le Forum des rédactions. Pour faire donc le débat à propos de ces sujets, gouvernement face à la presse, pour quelle finalité enfin de mandat, démission tous azimuts au sein des partis politiques vers un échec du système partisan, démocratie à l'aide de la rupture. Que dit du dernier rapport de l'économiste Intelligence Unite? Voilà donc les sujets à débattre avec mes confrères qui sont sur le plateau. À ma gauche, il s'agit bien sûr du directeur de publication du quotidien Nouvelle Élite, Hippolyte Wanou. Bonsoir à ses confrères. Oui, bonsoir Koné et bonsoir nos amis téléspectateurs et téléspectatrices de Eden TV. En face de vous, oui, mon douanier, c'est ça. Sosten Roland Nani, rédacteur en chef de Planète, Radio Planète, voilà. Oui, tout à fait. Merci Koné Aïssé. Bonsoir, douanier. Mais en tout cas, merci d'avoir donc répondu, chers confrères, à notre invitation pour partager en tout cas vos opinions, vos analyses sur des sujets d'actualité. Nous allons commencer, et bien sûr, par l'initiative gouvernement face à la presse. Nous allons permettre également à nos téléspectateurs et puis à mes deux confrères de nous replonger un tout petit peu, et bien sûr, dans les substances ou les messages qu'on a vécu lors de cette première rencontre, en tout cas de ce premier rendez-vous mensuel au gouvernement face à la presse avec le ministre Alain Orula. Sous le leadership du président de la République, son Excellence Patrice Talon, il avance tous les jours. Et le ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orula, l'a justifié au cours de ce premier rendez-vous mensuel initié par son équipe dénommée Gouvernement face à la presse ce vendredi 24 janvier 2020. Le porte-parole du gouvernement a dressé un bilan des réalisations et des actions de l'exécutif. Nous avons la résorption du déficit d'enseignants. Nous avons le plan d'urgence de relance stratégique du secteur de l'éducation et nous avons plus récemment, puisque le président de la République a installé le mardi dernier, le mardi 21 janvier 2020, le Conseil national de l'éducation. Vous constaterez que plusieurs de nos villes connaissent une transformation du paysage avec le projet asphaltage que vous connaissez tous et que vous voyez tous les jours, quels que soient les quartiers où on est à Cotonou, à Abomey, à Porto-Novo, à Boycon ou à Parakou. Ce projet naît
grandit et vit et transforme le paysage urbain. Nous avons pu doter notre pays d'une centrale thermique de 127 MW sur le site de Maria Glita, dont vous, journalistes, vous connaissez l'histoire. Le gouvernement du Bénin, en moins de 2 ans, a remboursé toute la dette qu'elle avait à l'égard de la CEB, soit une ardoise de 65 milliards de francs CFA cumulés sur des décennies. Pour le ministre Alain Orunla, la liberté d'expression et de presse continue d'être une réalité au Bénin. Je vous mets au défi, et je mets au défi quiconque ici, de me dire qui s'est jamais fait interpeller, juger ou condamner parce qu'il a exercé son métier, son travail. Vous avez bien dit que c'est sur la base d'autres dispositions. Et les exemples que vous citez, c'est parce que les quelques confrères dont vous parlez sont frappés par d'autres dispositions de la loi. Pour les organes de presse qui ferment, le gouvernement n'a jamais envoyé un décret pour dire fermer. Si, malheureusement, un titre ferme parce qu'il ne vend pas assez ou parce qu'il n'a pas les moyens de payer son personnel, ce n'est pas encore imputable au gouvernement. Si un organe est en marge de la légalité ou n'a pas sollicité à temps le renouvellement de son droit d'exercer, ce n'est pas forcément imputable. Au cours de ce premier numéro de Gouvernement face à la presse, le porte-parole du gouvernement a répondu à plusieurs préoccupations des hommes des médias sur les sujets brûlants de l'actualité nationale. Merci Aristide Setting. C'était donc votre reportage sur Hippolyte Fanou et puis Sostène Roland Nani. Nous avons suivi le ministre porte-parole du gouvernement qui a profité de ce rendez-vous, en tout cas désormais rendez-vous mensuel au gouvernement face à la presse pour revenir sur quelques actions menées par le régime en place. Il a cité plusieurs dossiers, en tout cas des chantiers sur lesquels le gouvernement a beaucoup avancé. En attendant de parler du fond même de ces messages, de ces interventions, que pensez-vous de l'initiative? A-t-on besoin encore réellement d'une séance pareille? Je commence par vous, Hippolyte Fanou. Merci, M. Koné Aïssé. Effectivement, le gouvernement du président Patrick Talon vient de prendre une nouvelle initiative concernant sa dimension, concernant le volet de sa communication. Donc, ils ont dénommé GFP, gouvernement face à la presse. Oui. Je pense que c'est une initiative qui vient pour nommer dans la mesure où nous avons constaté, depuis l'arrivée du président Patrick Talon à la tête de notre pays, en 2016, sa politique de communication n'a pas toujours plaire à nous les hommes des médias. Et aussi les citoyens lambda n'arrivent plus à avoir cet engouement effréné de suivre les conseils des ministres, de suivre les grandes décisions qui se prennent au haut niveau de l'État. Mais pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce qui vous pousse à parler ainsi? La politique de communication, oui, menée. Oui, cette politique qui se mène, c'est-à-dire la politique de la communication qui se fait par le régime de la rupture, nous avons constaté avant, quand on dit mercredi, les gens cherchaient coûte que coûte à suivre les conseils des ministres. Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui sont mis à notre disposition, où chaque citoyen portable, Android aujourd'hui, ou n'importe où il est, il peut suivre ça. Mais les gens n'étaient plus d'importance du tout au conseil des ministres, tel que les gens avaient cette envie-là de les suivre avec les radios transistors. Mais je disais tout à l'heure que le gouvernement face à la presse vient pour nommer dans la mesure où ça vient régler certains problèmes, notamment le problème de lutter contre les fake news, c'est-à-dire les fausses informations. Et ça permet de ne plus avoir de la désinformation autour des actions du gouvernement. Ça vient aussi, mais ça permet au gouvernement maintenant de lutter contre les campagnes de dénigrement qui s'organisent contre notre pays, le Bénin. Donc, je pense que si chaque fois le gouvernement peut avoir cette humilité de revoir ces actions qui ne marchent pas pour les parfaire
nous allons toujours aimer ce qui se fait dans ce sens-là. Est-ce que vous êtes, Sosen Roland Lani, est-ce que vous êtes de même point de vue que Hippolyte? Bon, je partage en partie, disons, la position, n'est-ce pas, de mon confrère, mais j'émets quand même quelques doutes. C'est vrai, a priori, c'est une démarche qui vise forcément à rendre plus visible, n'est-ce pas, les actions du gouvernement du président Talon. Mais je me demande pourquoi maintenant, puisque le gouvernement avait adopté depuis, n'est-ce pas, 4 ans bientôt, eh bien, ce qu'ils ont eux-mêmes appelé la normocommunication. Alors, qu'est-ce qui, entre-temps, disons, est passé pour qu'on en vienne à ce niveau? Maintenant, là où moi j'ai un petit peu d'inquiétude, c'est que est-ce que cette histoire ne va pas devenir un canal pour, n'est-ce pas, le ministre de la Communication de faire son one-man show? Est-ce que ce n'est pas une occasion pour faire la propagande, comme on a souvent eu, comme par le passé? Dénoncé. Nous avons vu bien le président Patrice Talon, qui est un monsieur très discret. Il sort très peu. Hein, et juste là, les gens, effectivement, ont apprécié cette démarche-là. Maintenant, il y a déjà le Conseil des ministres qu'on fait déjà les mercredis et à l'issue, n'est-ce pas, desquels le ministre a souvent l'occasion de répondre sur un certain nombre de préoccupations des journalistes. Maintenant, là où je rejoins un petit peu mon ami, c'est que effectivement, depuis un certain temps, sinon depuis l'avènement de la rupture, c'est les réseaux sociaux qui constituent les canaux par lesquels on a les informations, au point où on se demande quel rôle jouent les médias classiques. Quel rôle, effectivement, bon, il faut évoluer avec le temps, mais vous savez que ce que véhicule l'Internet, a priori, ce n'est souvent pas la vraie information. C'est les organes légalement constitués qui donnent les vraies informations. Mais, voyez-vous, depuis un certain temps, c'est même le compte rendu du Conseil des ministres, on lit d'abord déjà au niveau donc, des réseaux sociaux avant de l'avoir. Les chaînes indiquées, les chaînes officielles. Est-ce que c'est cela que, disons, le gouvernement entend corriger? Non, on ne sait pas. Bon, on a eu cette expérience sous le président Kérékou où un certain ministre, je veux, pour ne pas le nommer, Gaston Zossou, qui avait créé un genre de situation qui était en fait un canal pour le ministre, n'est-ce pas, de prouver sa compétence linguistique ou de montrer surtout son éloquence. Est-ce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui? Bon, je dis, en tout cas, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas trop quand même, disons, se mettre sous les feux de la rampe, puisque aujourd'hui, ce que le peuple veut, c'est surtout, n'est-ce pas, des actions concrètes sur le terrain et tout pouvoir juger, disons, à l'aune de ce qu'il a réalisé pour le compte de la réalisation des projets qui sont inscrits au programme. Alors, vous avez fait l'analyse sur plusieurs plans. Hein. On est parti de la normocommunication et à un moment donné, on a eu la communication vraiment accrue sur les réseaux sociaux. Vous l'avez dit, maintenant, une nouvelle approche s'ajoute à tout ceci. Est-ce qu'on, vous l'avez évoqué également, est-ce qu'on ne va pas tomber dans ce piège de propagande? Est-ce que ce n'est peut-être pas l'approche des élections communales et surtout de la présidentielle? Le gouvernement ne cherche-t-il pas d'autres créneaux pour mieux se faire une visibilité? Peut-être, est-ce que c'est peut-être pas, et dans ce cas, n'allons-nous pas tomber dans ce piège de la propagande? Puisque nous l'avons surtout dénoncé aujourd'hui, il y a des débats, il y a des plateaux sur les télévisions, télévision nationale et également d'autres télévisions qui participent à l'action du gouvernement également. Alors, est-ce que, a priori, on ne tomberait pas dans ce piège-là? Bon, merci, Corneille. Avant de répondre à cette question, je voudrais aborder un aspect de ce que le douanier Nani Sosten Roland vient de dire. Il a dit que chaque semaine, qu'il y a un conseil des ministres qui se mène et que le porte-parole du gouvernement arrive à faire le compte rendu de ce conseil des ministres-là aux hommes des médias. Et je voudrais lui expliquer que le gouvernement, face à la presse GFP, n'est pas hebdomadaire, c'est mensuel. Donc ça résume intercepter toutes les actions, toutes les communications que le porte-parole du gouvernement lui a fait durant le mois.
Et cela permet, c'est-à-dire, ça se fait dans un cadre plus élargi avec des hommes de médias et des médias, et cela leur permet quand même là de poser des questions au porte-parole du gouvernement pour comprendre de fond en comble les différentes actions qui se mènent au niveau de l'État. Revenant à votre question, je pense que ce n'est pas une occasion pour le gouvernement ou bien du ministre de la communication Alain Orunla, porte-parole du gouvernement, de faire son one-man show tel que le doyen vient de le dire. Et aujourd'hui, quand nous prenons notre pays, le Bénin, les actions se font. Le président Patrice Talon est un homme qui est vraiment de nature discrète. Nous ne revenons pas. Mais le fait que son gouvernement, les actions qu'il mène, il n'arrive pas à communiquer correctement autour de ça, ça permet à n'importe qui d'opiner, de dire n'importe quoi sur ce qui se fait. Donc, ce qui a été initié maintenant, et qui n'est que la métamorphose de la normocommunication, si je puis m'exprimer ainsi, parce qu'on est passé de la normocommunication peut-être à une communication ordinaire, avant de venir maintenant au niveau de GFP. Je pense que c'est une métamorphose et ça permettra aussi aux citoyens de se situer par rapport à certaines actions qui se mènent au niveau de l'État. Quand nous prenons l'exemple de la première sortie qui a été faite à la fin de ce mois, mais voyez-vous, nous qui sommes les professionnels des médias, on manquait d'arguments pour donner certaines informations vraies à nos téléspectateurs, ou bien à nos auditeurs, ou bien à notre auditoire, sur les différents sujets d'actualité. Donc, nous n'allons pas, c'est-à-dire focaliser nos idées pour dire forcément que le gouvernement ne veut prendre pas ce canal-là pour faire de la propagande, ou bien pour commencer par faire l'éloge des actions autour des actions que mène le chef de l'État. Mais ça fait partie d'un droit absolu des citoyens de s'informer. Et on a 1000 manières d'informer les citoyens par rapport aux actions qui se mènent au niveau de l'État. Ce n'est pas une action de trop, ni un conseil des ministres bis, mais je pense que nous qui sommes professionnels des médias, nous devons apprécier cette initiative qui vient d'être instaurée par le pouvoir de la rupture. Oui, à la même occasion, maintenant, mais parfois même, on a besoin quand même de personnes ressources sur des sujets et vous pouvez faire les procédures, les demandes et autres, mais c'est difficile de décrocher. C'est là où je veux en venir, mon cher Corneille. Bon, effectivement, je ne tire pas à boulet rouge sur ce qu'elle a dit, mais pourquoi pendant 4 ans, n'est-ce pas, on a sevré les professionnels des médias, des informations. Bon, on a souvent dit qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire ou bien faire. Bon, nous louons cette histoire, mais c'est là où cela fait polémique désormais. C'est peut-être le moment. Le moment, puisque nous sommes pratiquement à quelques, disons, mois de la fin du premier quinquennat, n'est-ce pas, de l'actuel chef de l'État. Mais, c'est-à-dire le moment, on va dire, bon, c'est peut-être une façon désormais de faire une pré-campagne pour, en tout cas, ce qui est véhiculé dans l'opinion publique. Donc, moi, je ne suis pas contre cette démarche, mais faudrait-il que cela se fasse, n'est-ce pas, dans les règles de l'art. Et deuxième chose, il faut qu'on donne, je vais dire, la possibilité à l'autre camp, puisque dans le pays, depuis un certain temps, comme on le dit, il n'y a pas d'autre voie. Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est les journalistes qui ne jouent pas forcément leur rôle? On a comme l'impression que tout le monde va dans le même sens, tout le monde suit disons, le vent dans la même direction. Donc, tant que on doit écouter, n'est-ce pas, la version par rapport à l'actualité du gouvernement, faudrait-il aussi que d'autres courants d'idées viennent, n'est-ce pas, donner leur part de vérité. Par exemple, je dis, lorsque le ministre intervient, fait le point, est-ce que, selon l'opposition peut-être, il fallait faire un véritable forum, pas juste et là, ça nous permettrait de faire le travail
selon ce que les tests nous recommandent. Oui, mais cette initiative ne devrait pas venir de l'opposition, peut-être? Oui, ce n'est pas de l'opposition, c'est la faute aux professionnels des médias qui ne respectent pas la démarche contradictoire. Tout à fait. N'est-ce pas? Parce qu'on a dit, donne la parole à X, tu devrais faire de même, et en respectant d'équilibrer l'information. L'opposition aussi, bon, je ne sais pas si c'est la peur, on ne les trouve pas. La mouvance aussi, à part quelques personnalités au plus haut niveau, on appelle telle personne, on dit bon. C'est justement là ma question en réalité. Voilà. Puisque le gouvernement multiplie les actions, visiblement, on le sent en matière de communication, mais au niveau de la rupture, on a encore l'impression quand même que. Est-ce que c'est une peur de s'exprimer? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on invite des personnalités, des acteurs politiques ou des directeurs à tel endroit, mais qui vous disent carrément, dès qu'ils l'offrent, où il y a de la réticence par moment. Oui, bon, vous savez qu'au départ, le gouvernement a instauré, disons, comment on appelle ça, une agence où tout justement prendre par là avant n'importe qui ne peut pas se lever pour parler. Effectivement, ça participe disons, d'une certaine cohésion au niveau donc de l'exécutif. Mais quelque part, disons, ça freine les choses. Ça ne permet pas d'avoir des informations en temps réel et pour quand même informer l'opinion publique. S'il faut, par exemple, questionner un élu local et il faut adresser peut-être une lettre de demande au niveau de la présidence, vous voyez le parcours on dit l'information, quoi de neuf? Si ça doit faire 48 heures, disons 72 heures, ce n'est plus l'information. Et c'est ce à quoi nous assistons. C'est vrai, il ne faut pas laisser tout le monde parler, mais quand même, il devrait y avoir un certain nombre de personnes, de personnalités au niveau de l'appareil de l'État, aussi bien dans la mouvance que dans l'opposition, qui vont nous donner l'information en temps réel. En temps réel. Parce que lorsque il faut attendre que peut-être le commissaire ou le directeur départemental de la police nationale nous dise qu'il y a un accident au niveau de Ménotin, voyez-vous ce que ça donne. Et déjà, les réseaux sociaux nous donnent l'information. Ce que nous on fait, ce n'est que du plagiat. C'est-à-dire, on vient rapporter ce que les réseaux sociaux ont dit après avoir vérifié, bien entendu. Alors, je dis que cette démarche du gouvernement, c'est une bonne chose a priori, mais on a bien peur que ça soit une communication agressive, si ça doit se faire dans les règles de l'art et autres là, et que ça ne prendrait pas l'aspect d'une campagne déguisée, ce serait très bien. D'accord, merci. Roland Sosten Nani, rédacteur en chef de Radio Planète. En face de vous, Hippolyte Roinou, directeur de publication de nouvelles Élite, c'est bien ça. Alors, on va s'intéresser maintenant à quelques propos tenus par le ministre sur ce dossier un peu délicat de fermeture d'une radio, bon, en fait, et puis licenciement collectif des travailleurs de ce média. Voilà, nous regrettons et nous compatissons à la douleur de ces confrères-là qui, pour le moment, en tout cas pour le moment, ont perdu leur boulot, si on peut le dire ainsi. Le ministre s'est prononcé sur cette question. Avez-vous trouvé un peu convaincant le ministre sur cette question? Est-ce que le gouvernement ne pouvait peut-être pas trouver les moyens de sauver l'emploi de ces journalistes, de ces travailleurs? Merci beaucoup, M. Koné. Comme le dit, et comme je le disais tantôt, le gouvernement de la rupture, je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, faire une petite clarification par rapport à ce que le doyen a dit tout à l'heure, et par rapport à l'opposition et à la mouvance. Je ne veux pas, très rapidement, qu'on ne va pas amalgamer gouvernement face à la presse avec les actions que l'opposition devait mettre, c'est-à-dire devait poser envers les hommes des médias. Et nous constatons que l'opposition béninoise n'est pas très bien organisée. Le gouvernement va faire des sorties médiatiques à la fin de chaque mois qu'on a dénommé GFP. Mais l'opposition aussi peut prendre l'initiative pour organiser des conférences de presse et convier les hommes des médias. Mais si on nous convie, on doit partir relayer l'information. Mais si l'opposition ne fait rien
et elle est là. Mais ça à donnerait quand critiquer. même encore une très belle image démocratique Si. au plan de pluralisme et puis de la liberté de la parole. Si le gouvernement associait les acteurs de l'opposition à ce rendez-vous, Non, on ne peut pas les associer on peut parce en que... faire quand même voilà, Non, une monsieur Koné, initiative. je ne veux pas être d'accord parce que les membres de l'opposition ne font pas partie de l'appareil de l'État en tant que tel de la gestion de l'État. Donc, c'est le gouvernement qui veut chaque fois réunir les hommes des médias pour faire ramasser de toutes les actions qui ont été menées, mais de toutes les communications qui ont été menées au cours d'un mois là, aux professionnels des médias. Donc, dire qu'il faut associer l'opposition, mais c'est du fou tout ça là. Donc, c'est un mini-mélo. Je ne peux pas être d'accord avec vous. Donc, je voudrais dire... Non, je n'ai Non, jamais dit qu'il faut associer. Je n'ai jamais dit qu'il faut en associer. principe, et même si c'était le cas, ça permettrait aux hommes des médias de mieux faire l'équilibre en même temps sur le terrain. Parce que si, par exemple, sur certaines questions, le ministre se prononçait et que peut-être il y a des acteurs de l'opposition qui apportaient également d'autres sons de cloche, ça devait permettre aux journalistes en même temps sur le terrain de pouvoir faire l'équilibre. Ça, c'est peut-être une idée géniale, en fait. Ce n'est pas exactement cela, mais ça donnerait carrément une autre image, en fait. Oui, monsieur Koné, au lendemain de la sortie peut-être du ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Les journalistes peuvent les journalistes peuvent chercher à aller interviewer les acteurs politiques de l'opposition. Ou bien l'opposition elle-même, elle peut s'organiser pour déléguer des gens, pour organiser une conférence de presse. Et au cours de cette conférence de presse, ils vont essayer de faire, de ressortir voilà. les imperfections, les incohérences et les insuffisances de la communication que le porte-parole du gouvernement a eu à faire la veille. Donc c'est ça que je propose. Cela donnerait vraiment une belle image d'un pays démocratique à notre nation. Donc c'est cette petite clarification que je tenais à faire avant de répondre à votre question. Par rapport au licenciement collectif de nos collègues de Soleil FM, moi-même je suis chroniqueur sur l'une des émissions de Soleil FM et depuis quelques jours nous n'y allons plus parler à nos auditeurs. Ça fait mal et la situation était demeurée jusqu'au point où on a dû faire un licenciement collectif. Le gouvernement, au nom de la protection sociale qui devait porter sur tous les citoyens, pouvait œuvrer dans ce sens-là pour sauver un tant soit peu ce qui s'est passé au niveau de Soleil FM. Nous sommes d'accord que le promoteur n'est pas en bon terme avec le régime en place. Mais les citoyens qui travaillent là sont des citoyens béninois. Et chaque citoyen, le gouvernement a l'obligation du moins de venir au secours à chaque citoyen. Ça fait plus de 40 personnes qu'ils ont licenciées. Et cela seront à la maison. Et derrière ces 40 personnes, toute une famille, ils nourrissent des familles. Donc, je pense que pour les fois à venir, nous prions très respectivement le gouvernement de la rupture à essayer de jouer un peu sa partition en matière de la protection sociale. On sait que s'il y a des failles à reprocher au gouvernement de Patrick Talon, c'est que sur le volet social, beaucoup d'actions ne se mènent pas. Donc, nous n'avions pas, en tant que professionnels des médias, aimé ce licenciement-là qui a été fait parce qu'on n'a pas pu renouveler le contrat d'exploitation de la radio Soleil FM. Donc, je passe par ce canal aussi pour prier à nos douaniers qui sont au niveau de la HAC, qu'à un moment donné, d'essayer d'avoir un peu de bémol dans les décisions qu'ils doivent prendre. Ils sont là, non pas pour détruire la presse, mais pour protéger la presse, pour accompagner la presse. Donc, si ce n'est que... Vous demandez qu'il faut plus de flexibilité. Plus de flexibilité, c'est le mot ça. Ça dit, s'il faut coûte parce que la tête de Is ne nous plaît pas, pour faire mal à une kyrielle de personnes, là, ça déplaît. Donc, nous les prions aussi au niveau de la HAC. Oui, mais là, vous semblez politiser un peu l'affaire. Ce n'est pas du tout politique. Bon, je ne la politise pas, mais en tant que professionnel des médias, et en tant que quelqu'un qui officie aussi sur l'une des émissions de cette radio, ça doit me faire mal. Ça doit me faire mal. Oui, ça doit me faire mal. Merci en tout cas à vous, Hippolyte. Oui, moi, sur ce plan, je ne serai pas du tout d'accord avec le pouvoir Talon. Je ne fais pas la politique. Mais j'ai comme l'impression que depuis quelques, années, les professionnels des médias sont traqués, n'ont plus la tête
pour faire, n'est-ce pas, leur profession, d'exercer leur profession, disons, de façon, dans toute sa plénitude. C'est vrai, il y a effectivement beaucoup de désordre dans le métier. Je fais partie de ceux-là qui, n'est-ce pas, n'approuvent pas un certain nombre de comportements. Et c'est même, je veux dire, c'est les pouvoirs successifs qui ont favorisé ce désordre. Parce que on a vu par le passé. Je ne veux pas, disons, applaudir ce qui arrive aujourd'hui, au président Yahi et à tout son clan. On a vu par le passé que des organes ont été fermés, sans coup féri, c'est-à-dire on décide, on ferme, et jusque-là, pendant le reste du temps du mandat du président Yahi, pour ne pas nommer le quotidien Le Béninois Libéré a été fermé. Personne n'en a pu lever son petit doigt pour dire, mais cette histoire, est-ce que ça respecte les normes? Il ne s'agit pas là, n'est-ce pas, de prendre des sentences, de prendre c'est-à-dire de fermer un organe. Peut-être ramener ou bien mise en demeure et autres, là, on pourrait franchir des étapes. Maintenant, en venir à ce niveau, c'est le tribunal qui s'occupe de ça, par exemple. Maintenant, aujourd'hui, on parle seulement et on ferme des organes. Moi, ce n'est pas l'aspect social que ce espace-là qui me préoccupe. Mais est-ce que l'organe qui a été fermé, est-ce qu'il a exercé le truc, disons, ou bien il a violé les tests qui régissent, n'est-ce pas, l'exercice du métier. Voyez-vous? Donc, c'est tous ces aspects-là. Il faut voir encore que, dans le cas d'espèce, ce n'est pas une affaire de violation des tests qu'on nous a parlé. On nous a parlé de renouvellement de conventions. Maintenant, moi, je ne voudrais pas lier à l'animosité qu'il y a entre INCY, tout ça là, mais quand même, une structure qui est un monsieur, je ne voulais pas le nommer, qui a créé une structure qui emploie une cinquantaine de personnes, qu'il nourrit chaque mois. On devrait quand même voir cela. Encore que la faute commise, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas une faute, disons, grave. Aujourd'hui, on parle trop de nous à l'extérieur. Par exemple, aujourd'hui encore, c'est le Bénin qui était au cœur, n'est-ce pas, de l'actualité à travers donc la fermeture des organes et autres là. Moi, je pense que c'est vrai, il y a des réformes qu'il faut applaudir. Le président Patrice Talon, en venant, a voulu assainir un certain nombre de choses, un certain nombre de désordres qu'on a cumulés pendant des années dans ce pays. Mais moi, je pense qu'on pourrait, n'est-ce pas, disons, aller, c'est-à-dire aller avec le bâton et la carotte pendant des jours, histoire quand même de ramener tout le monde, n'est-ce pas, au même niveau, et cesser avec ces désordres. Mais fermer, qu'on le veuille ou non, quels que soient les arguments évoqués, c'est que c'est une situation qui ternit l'image de marque de notre pays, que nous aimons tous, bien entendu. Mais je ne rejette pas les réformes qui se font en matière de notre communication, par exemple en matière de la presse, où on notait plus de 300 organes. Des gens ont même leurs organes dans les sacs, dans leur portefeuille et autres là. Je suis d'accord avec ça, de ce qu'il fallait, n'est-ce pas, nettoyer un peu les écuries d'orgias, mais en venir, n'est-ce pas, à ces extrémités, ce n'est pas, quels que soient les arguments qu'on va avancer, il serait difficile de convaincre disons, les partenaires au plan mondial et même nous, les professionnels des médias. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être alléger un petit peu les choses, voir ceux qui sont en règle, les journalistes qui ont un certain nombre de choses. Là, je suis d'accord. Mais à fermer tout un organe, alors que les fautes qu'on reproche ne sont pas véritablement des fautes. Encore que sur ce dossier, on n'entend pas encore tout à fait l'institution de régulation. Tout à fait, même avant cela, puisque on ne va pas, ce n'est pas, toutes ces critiques, ça vient d'où? C'est parce qu'avant même la fermeture, il y a eu un certain nombre d'actions qui ont été posées par l'instance de régulation. Et personne, bizarrement, personne
ne se lève le petit doigt, disons, les structures qui au moins, je ne dis pas de cautionner le désordre, mais il y a certains nombres de structures, bon, à part quelques communiqués qu'on a diffusés même dans les réseaux sociaux, nous condamnons fermement. Ça se limite là, sans qu'on nous dise... structures fêtières. Soi-disant fêtières, parce que le rôle, n'est-ce pas, de ces structures fêtières, c'est quand même, d'être au centre. Quand ça ne va pas à gauche, attention, mes chers confrères, attention, il faut faire ceci. Quand ça ne va pas à droite, et si on faisait ça, mais on ne dit rien, je ne comprends pas. Donc c'est pour cela, je dis, il faudra que la HAC, n'est-ce pas, nous protège, comme l'a dit mon ami, et non devenir carrément, une épée de Damoclès, où chaque fois, quand il faut écrire une seule phrase, il faut avoir des soucis. En tout cas, j'espère que les autorités de l'instance de régulation sont à l'écoute de cette émission. On évolue, chers confrères. Deuxième sujet, c'est vrai que ce sujet nous aurait permis de faire rapidement la transition sur le dernier classement de l'économiste Intelligence United à propos bien sûr, de l'état de démocratie dans le monde entier, où le Bénin a perdu 16 places dans le classement 2019. Mais avant de revenir sur ce sujet, parlons maintenant des partis politiques. À la veille des élections communales, la réforme du système partisan devrait quand même permettre d'avoir de blocs solides et d'éviter les types de transhumance, démissions, tous azimuts et autres. Mais aujourd'hui, à la veille justement des élections communales, nous avons constaté ces vagues de démissions un peu partout au niveau des blocs et des partis politiques. Comment l'interpréter, Hippolyte Ouanou? Oui, Monsieur Corneille Aïsser, pour répondre à cette question, je dirais tout simplement que les réformes qui ont été opérées dans le sens d'assainir un peu le système partisan politique du Bénin a été un véritable échec. Ça a été un échec parce que le président Talon, depuis sa campagne électorale jusqu'à son élection à la tête de notre pays, le Bénin, a toujours œuvré à ce que nous ayons des partis politiques d'envergure nationale. Et les réformes qui ont eu assez de grincement de dents, que vous connaissez bien que moi, et qui ont conduit à actualiser le code électoral, l'achat des partis politiques, et même notre fétiche législatif qu'on appelle la Constitution du 11 décembre 1990, mais on ne pouvait plus s'attendre à ce match favori de transhumance à la veille des élections législatives de 2020. Mais c'est vraiment grave. Ça prouve que les acteurs politiques béninois ne sont pas sérieux vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de leur formation politique respective. En principe, quand on parle de parti politique, on doit parler de quoi? De idéologie. Mais prenons le cas des deux partis que les gens surnomment jumeaux, le Bloc républicain BR et l'Union progressive UP. Les deux partis soutiennent la même personne, qui est le président de la République, Patrice Talon. Mais on ne pouvait pas s'attendre qu'à la veille de ces élections, que IS quitterait l'UP pour le BR. Et le sport favori que nous constatons de transhumance là, c'est au sein de ces blocs politiques d'abord. Mais c'est vraiment grave. Et si moi j'ai un conseil à donner à l'endroit de l'actuel gouvernement, je dirais qu'ils ont la chance d'avoir un parlement qui est à 100% à leur solde. Ils n'ont qu'à essayer d'utiliser ce parlement-là pour faire voter un texte de loi qui interdit la transhumance politique. Parce que la transhumance politique ne va jamais permettre aux partis politiques là, ne va pas permettre du moins à nos systèmes partisans d'avoir de véritables partis politiques solides. Je suis un leader. On compte sur moi peut-être dans un bloc, dans un parti politique. Et à la veille d'une élection, les intérêts. je fais défection et je vais dans l'autre. Quand il va constater que les petits calculs qui se font sur le terrain ne me permettront pas d'être réélu pour cette élection, je quitte, je vais dans un autre parti politique. Mais là, il n'a pas de sérieux. Il n'a pas du tout de sérieux. Donc, je vois que ce qui a été fait jusqu'à présent, où le peuple béninois a jeté de la pierre au pouvoir
en place concernant les réformes qui ont été opérées sur le code électoral, l'achat des partis politiques là, ces réformes ont vraiment été Alors, un échec cuisant. En attendant de retrouver Ronan, dites-nous l'échec de ce système partisan dont vous parlez. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce que peut-être on l'a mené avec une certaine précipitation qu'aujourd'hui on se rend compte qu'en réalité, le problème qu'on devait régler, on n'a pas pu avoir les solutions, ou ce n'est pas le système, mais plutôt les hommes qui manquent de conviction? Est-ce que nous avons réellement d'hommes politiques ou acteurs politiques, ou on a simplement des amateurs qui ne calculent que leurs intérêts? Merci, M. Colin Esser. Et je m'en vais vous dire que on ne peut pas dire que ces réformes ont été faites dans la précipitation. Dans un pays démocratique, quand vous lisez, quand vous faites l'élection d'un président, sachez qu'il a un programme ou bien un projet de société qui doit faire exécuter. Tout ce que le président Patrice Talon est en train de faire, et nous qui sommes citoyens lambda, nous craignons, nous le critiquons, on ne devait pas le faire parce qu'il l'avait promis avant d'être élu. Maintenant, revenons à votre question, je vous dirais tout simplement que nous n'avons pas encore assez d'acteurs politiques au Bénin, à part quelques-uns qui en font l'exception, tels que je peux les citer ici. Le président Amosou, vous n'allez pas le voir dire « je quittais le parti pour l'autre en tant que tel ». Vous n'allez pas voir le président Adrien Goubedi et d'autres. Donc, est-ce que vous êtes sûr qu'Adrien Goubedi est un véritable exemple? Il a le PRD, il demeure tout le monde du PRD. On n'a jamais appris que... même s'il y a des coalitions qui se font à la veille de certaines élections, bon, c'est la bonne guerre qui prouve la vitalité démocratique de notre pays. Donc, nous avons des amateurs politiques. On a des amateurs politiques. Et c'est des gens qui ne visent que leur propre intérêt et non l'intérêt du parti. Moi, j'ai parlé, pas plus tard que 2 semaines passées, avec un cadre de l'Union progressiste qui est natif de Dobo. Il devait aller aux élections législatives, mais on a laissé de côté. Et moi, il pouvait les de ça, mais pourquoi lui qui avait assez d'électorat, assez de personnes derrière lui là, quand on l'a lâché, s'il ne peut pas chercher à aller dans l'autre parti politique, dans leur parti politique frère? Il m'a dit non, que lui, il a constaté que l'heure du jour n'a pas sonné, mais qu'il a la conviction que tout ce que lui pense en tant qu'acteur politique là, qu'il le trouverait un jour dans l'Union progressiste. Ça prouve que celui-ci, par exemple, c'est un exemple qui fait l'exception. Celui-ci, par exemple, là, il sait que les idéologies, ses propres idéologies, sont en parfaite harmonie avec les idéologies de sa formation politique. Tout à fait. Mais si tous les acteurs politiques maintenant devaient avoir cette vision, je pense qu'on ne va pas trouver on recherche les postes. Des transhumances comme ça. Il faut se faire nommer ministre. C'est vraiment grave. Aller à l'élection. Non, monsieur Colin, c'est vraiment très grave. Et il va falloir que, après peut-être les élections communales, qu'on actualise encore les tests pour le faire réadapter à la situation actuelle que nous vivons dans le pays. Sinon, on ne peut pas dire que ça, c'est de la vitalité politique, mais c'est de l'amateurisme politique. D'accord. Soucel Roland-Nani, votre avis sur la moi, question? il fallait s'attendre à cela parce que vous savez que la politique, ce n'est pas un jeu d'enfant, ni un problème de famille. C'est pas parce que vous avez vu par le passé où même des frères utérins ne se sont jamais salués. Je ne veux pas nommer cela parce qu'il s'agit tout simplement des questions d'intérêt politique. Alors, c'est vrai, les réformes du président Talon, comme je l'ai souvent dit, étaient venues pour assainir ce désordre où pratiquement il y a dans un parti politique, c'est le papa, maman et les 8 enfants peut-être. Il y en a même quelqu'un qui a dit, mais j'ai eu une équipe de football, tout comme si c'est une équipe de football qui constitue un parti politique. Comment dans un pays où on est à environ 11 millions, moins de 12 millions en tout cas, on a 400 partis politiques. 400 partis politiques où on ne voit pratiquement pas le trésorier, on ne voit pas le vice-président, c'est seulement le président. Même si je prends même ceux qu'on appelle les grands partis, à part
je vais dire, PSD qui était plus ou moins organisé. Quand je prends les PSD autres là, à part le président Amoussou, qui est autre, je prends le réseau Atao, à part depuis que M. Atao n'est plus au pays, qui parle encore du parti Atao. C'est ça le véritable problème qu'il faut résoudre. Donc nous sommes d'accord qu'on vienne, n'est-ce pas, disons, mettre de l'ordre dans tout ça, mais individuellement. Le problème n'est pas réglé parce que quelqu'un qui est actuellement dans la rupture disait que le Bénin ne souffrait pas de problème, il souffrait plutôt de problèmes de tête. Parce que chacun tire le drap de son côté. On est dans les mêmes blocs, nous soutenons les mêmes, disons, la même personne, sinon les actions de l'actuel chef d'État, mais eux, chacun, en ce qui concerne, pense, n'est-ce pas, à l'après-talent peut-être. Puisque le monsieur, bon, pour le moment, on ne sait pas s'il va revenir ou pas, mais ils sont en train déjà, n'est-ce pas, de se faire, de réfléchir par rapport à leur suivi politique. Et dans ça, si moi, par exemple, je ne fais pas tout pour me faire voir, puisque effectivement, comme l'a dit mon cher ami, juste après les communales, le président Talon aura un œil sur chacun, c'est-à-dire ce que chacun vaut au sein du groupe. Et déjà, c'est à ce niveau que chacun est en train de faire son petit calcul politique pour dire que les réformes, c'est une bonne chose, mais le problème persiste parce que, comme vous l'avez dit, il y a des gens déjà qui pensent que, en étant peut-être dans le bloc républicain, je ne serai pas 4e ou 5e ou 6e sur la liste, autant aller à l'Union progressiste. Et là, quel que soit ce qu'on va faire, comme l'a dit, je ne sais pas si même en adoptant une nouvelle loi, et ça pourra véritablement régler ce problème. Et il faut dire aussi qu'il y avait effectivement, moi je le dis, il y avait un petit peu de précipitation dans les lois qui ont été adoptées. La preuve en était que après, disons, c'est le code électoral querellé, l'achat des partis politiques, le président de la République était obligé, n'est-ce pas, de solliciter une deuxième lecture de certains nombres de choses. Je ne dis pas que c'est mauvais a priori, mais la 7e législature avait commis, je vais dire l'imprudence de ne pas analyser, de ne pas d'étudier avant d'adopter. Mais ça veut dire que si on devrait prendre en compte la proposition de notre ami, ce sera la 3e fois encore qu'il faut encore réviser le code électoral, ce qui n'est pas trop bien pour notre démocratie. En tout cas, ce qui est pire, c'est qu'à la nouvelle génération, à la jeune génération, on est en train d'inculquer en fait ces mauvais gemmes de pratiquer la politique dans notre pays. Parce que vous voyez, les jeunes aujourd'hui, on n'a pas d'engagement, on n'a pas de conviction, on ne cherche que là où ça va bien. Et c'est justement là où le bas blesse en réalité. Donc, il faut véritablement que les acteurs politiques prennent conscience de cela et qu'ils restent et demeurent des exemples en matière d'engagement politique, simplement. Merci à vous, chers confrères. En tout cas, réforme du système partisan. Nous allons revenir sur d'autres aspects sur ce plateau très prochainement. 2 blocs qui soutiennent le chef de l'État, mais qui, sur le terrain, en fait, s'entrechoquent, qui sur le terrain se contredisent. Nous allons y revenir très prochainement dans d'autres débats du forum de la rédaction. N'est-ce pas là toute la grande contradiction, parce que on soutient les actions du chef de l'État, mais sur le terrain, on ne s'entend pas. Il y a une certaine opposition dans la mouvance, il y a une certaine opposition dans toute cette rupture. Je pense que ce n'est même pas mieux, parce qu'on a toujours dit que c'est une assemblée qui est pratiquement à la solde. Bon, c'est ce qui se dit, à la solde du pouvoir en place. Moi, je pense que si c'est une guerre, même si c'est une guerre interne, ça participe aussi quelque peu, n'est-ce pas? On va dire mouvance. On ne dit pas opposition, on dit minorité et majorité. Donc, s'ils s'engueulent, ça veut dire que quelque part, bon, on n'avale pas tout, ils ne consomment pas tout ce qui leur est proposé. Bon, ça c'est aussi de bonnes guerres, comme on le dit. Monsieur le collègue, au fait, ce qui se passe au sein de l'Union progressiste et du bloc républicain sur le terrain,
Ça fait partie de la vitalité politique, de la vitalité démocratique de notre pays. Mais à côté de cela, nous devons quand même penser à quelque chose. Si chaque fois, il faut élire à la tête de notre pays, le Bénin, quelqu'un qui n'est pas issu d'une formation politique, là, ce problème se poserait toujours. C'est pourquoi les différentes réformes que le président Patrice Talon est en train de mener maintenant dans le sens d'assainir le système partisan, s'il arrive effectivement à atteindre ses objectifs dans ce sens-là, en 2021, on aura effectivement un président qui serait l'incarnation de l'un des partis politiques de notre pays, le Bénin. Et le problème qui se pose, où quand quelqu'un est élu, on a 1000 partis qui le soutiennent, on n'aura plus ça. Il y aurait effectivement des camps politiques, mais qui auront véritablement à défendre une idéologie. Vous êtes et vraiment non la sûr, personnalité politique puisque de vous avez quelqu'un. tout à l'heure parlé de l'engagement politique des acteurs, et vous avez trouvé quand même que nous manquons de véritables acteurs politiques. Est-ce que vous êtes sûr, avec les Béninois, qu'on pourrait régler ce problème-là? Non, quand on change de système, on doit changer de méthode. Donc, le Parce système qui est mis en place actuellement... mis à part les réformes, on a vu quand même Boni Yayi avec toute la vague de soutien. Boni Yayi, quand Boni Yayi est parti, on a vu les mêmes sont revenus soutenir Talon. Vous allez voir demain, quand Talon serait peut-être pas là et que ce soit un vice-président, vous allez voir tous ceux là aujourd'hui encore, toute la vague tourner autour de lui. C'est justement ça. Vous ne comprenez pas. Le problème qui se pose, c'est quoi? Quand Boni a été élu en 2006, mais il n'était pas issu d'une formation politique. Il est venu en tant qu'une personnalité politique. Et il a postulé. On a trouvé qu'il y a une vague de partis politiques qui l'ont soutenu pendant les 10 ans. Et quand il y a parti, la majorité de ces partis politiques-là l'ont fait domminer pour commencer par encenser Patrice Talon qui, au préalable, il les injuriait, lui lançait des pierres. Donc, si tant est que on ne va pas faire porter la candidature de quelqu'un pour les présidentielles de 2021, ou mais non, je me contredis. Je dis, si on ne peut pas faire élire un président à la tête de notre pays qui serait issu d'une formation politique, là, le problème là, va toujours demeurer. Donc c'est pourquoi nous sommes d'accord que les réformes qui se mènent au niveau du système politique de notre pays là, c'est une bonne réforme. Mais il faut essayer de tout faire pour que ces réformes-là puissent prendre au sein de la classe politique béninoise elle-même. Là, si ça prend et que les acteurs s'approprient de ce qui a été fait, de ce qui a été pas fait, ils sont obligés de changer de méthode. Là, on aura plus quelqu'un qui serait issu d'une formation, peut-être maintenant là, lorsqu'il sera président là, il peut pas dire qu'on va forcément le soutenir. Regardez les deux blocs qui soutiennent le président, mais quand on prend leur idéologie, c'est des idéologies qui se posent diamétralement. Mais c'est vraiment grave. Comme c'est grave, le président lui s'en plaît parce qu'il a la masse derrière lui. Mais pour la vitalité démocratique de notre pays, ce n'est pas une bonne chose. Donc, c'est des choses à corriger et à pas faire. C'est un débat sur lequel nous allons revenir sur d'autres plateaux. Le dernier sujet, très rapidement en tout cas, ces réformes dont on a parlé ont été assez douloureuses, assez délicates. Le président Patrice Talon l'a reconnu à l'ouverture du dialogue politique qui a conduit plus tard à la relecture de la charte des partis politiques, le code électoral, et également à une modification, une révision constitutionnelle. Aujourd'hui, ces réformes aujourd'hui ont conduit en tout cas le Bénin à avoir aujourd'hui un caractère démocratique en recul, puisque c'est le tout dernier rapport de l'Economist Intelligence Unite qui classe le Bénin 97e pays au plan mondial. Le Bénin qui a dégringolé de 16 places au plan mondial. Ce rapport a reconnu un recul de démocratique dans tous les pays, en fait, sur le plan mondial et surtout en Afrique au sud du Sahara. Ce qui a été beaucoup plus un élément qui explique la chute du Bénin, les dernières élections législatives. Je commence par vous, Roland. Voilà, effectivement, selon ce rapport, le Bénin a reculé. C'est vraiment dommage. Mais il faut dire que le Bénin n'est pas, disons, le seul à qui, n'est-ce pas, on attribue cette piètre performance, puisque le constat est général au niveau de l'Afrique et surtout en Afrique subsaharienne. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a quand même à encourager. Effectivement, chez nous, c'est, disons, les événements malheureux donc disons, qui découlent des dernières élections législatives et puis
les fuites en cascade de certains de nos concitoyens qui sont actuellement à l'extérieur. Mais il y a aussi également le problème de la liberté de la presse qui compte aussi dans ce rapport. Parce que moi, puisque le ministre, à l'écouter, semble un petit peu banaliser la situation. C'est certains journalistes, c'est vrai qu'il y a problème, mais on ne peut quand même pas se vanter, n'est-ce pas, de cette situation. Moi, comme je l'ai toujours dit, il y a la loi et l'esprit de la loi. C'est vrai, la loi est dure, mais applicable à tout le monde. Mais lorsqu'on voit qu'en voulant, n'est-ce pas, appliquer un certain nombre de choses, est-ce qu'il ne fallait peut-être pas voir comment est-ce qu'on pourrait arranger, bon, pas arranger, assouplir un petit peu les choses pour que on n'est pas en Union soviétique. On a pris l'option, n'est-ce pas, d'être un État de droit et d'État démocratique depuis l'avènement de l'historique conférence des forces vives de la nation. Et il y a la justice qui devrait en principe s'occuper, n'est-ce pas, d'un certain nombre de choses. Maintenant, on a un petit peu comme l'impression qu'il y a une certaine accointance, et c'est ce qui se dit, une certaine accointance entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Et c'est tout ça qui amène, n'est-ce pas, la communauté internationale à voir les choses sous un tableau un peu sombre. Maintenant, ce que nous proposons, voilà, il faut franchement... C'est-à-dire, les gens pensent que quand on fait des critiques, c'est pour nuire. Non. Les critiques, nous ne sommes pas venus ici pour injurier, pour calomnier, pour diffamer, mais, disons, relever certains nombres de choses qui, disons, ne vont pas bien pour que, disons, le pouvoir puisse quand même saisir ces opportunités pour améliorer. On ne dit pas que le président Talon, c'est un monsieur courageux qui est venu, n'est-ce pas, renverser les vieilles pratiques mauvaises, puantes, mais il y a un certain nombre de choses qui, franchement, avaient, disons... Merci Roland. Merci. Je sais que vous avez beaucoup à dire encore sur le sujet, mais en fait, le temps, bien sûr, nous lâche un peu sur ce plateau, puisque nous sommes pratiquement au thème de ce débat. Alors, Hippolyte, très rapidement sur le sujet de ce classement-là, la démocratie qui ne va pas bien au Bénin. Voilà. Oui, ce classement que l'agence britannique, l'Economist Intelligence United, a fait sortir, et le rapport de 2019 a montré que parmi les grosses chutes, on note notre pays, le Bénin, qui est passé du 91e au plan national l'année passée au 97e et fait partie des pays qui appartiennent à un régime hybride, ce qui ne nous honore pas. Parce que, quoi qu'on dise, le Bénin était cette vitrine de la démocratie au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et ce qui s'est passé lors des élections d'avril, élections législatives passées, on devait s'attendre à ce genre de classement. Parce que quand nous voyons les critères sur lesquels EI et U se basent pour évaluer les gens, il y a le processus électoral et le pluralisme, les libertés civiles, le fonctionnement du gouvernement et puis la participation politique. Et en tant que Béninois, si nous mirons par rapport à ces 4 critères, et on ne devrait pas s'en étonner, mais nous devons du moins prendre ces résultats-là pour parfaire ce qui se fait dans notre pays en matière de la préservation de la démocratie. On doit libérer la parole, donc permettre à tous les acteurs politiques et aux hommes des médias et à tout le monde d'avoir, c'est-à-dire une expression libre de la parole. On doit essayer aussi à ce que, c'est-à-dire la liberté d'expression, que le gouvernement puisse aussi changer sa façon de diriger le pays et tout ça, là, ça nous permet quand même de faire partie du pays n'est pas un bon signe. Un recul démocratique n'est pas un bon signe de développement, simplement. Voilà, donc pour conclure cette émission, en tout cas, merci à vous, téléspectateurs de Eden Télévision. Merci à vous, chers confrères. Roland Sosten Roland Nani, rédacteur en chef de Radio Planète. Et puis en face de vous, Sosten, c'était bien sûr Hippolyte Poinou, directeur de publication du quotidien Nouvelle Élite. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très prochainement sur ce plateau du Forum des rédactions.